Bonsoir, classe. Cet après-midi, nous allons continuer avec l'étude anatomique du cœur. Après avoir approché ensemble le système cardiovasculaire et contemplé la morphogénèse cardiaque, nous allons maintenant regarder le cœur dans ses différentes configurations, évidemment, dans sa topographie et dans sa structure. Du point de vue configuration extérieure, nous pouvons considérer le cœur comme une sorte de pyramide à base supérieure et à sommet inférieur. Alors évidemment, le cœur est de consistance ferme, de couleur rougeâtre, pèse 270 grammes chez l'homme et 260 grammes chez la femme. Le cœur est situé dans le médiastin antérieur et inférieur. Alors, pour comprendre la situation, la position du cœur dans le médiastin, il faut se souvenir que le médiastin est composé de haut en bas de 3 compartiments supérieurs, moyens et inférieurs, et d'avant en arrière de compartiments antérieurs, de compartiments moyens et de compartiments postérieurs. Alors, si vous regardez le schéma, vous allez voir que le cœur se trouve, est dessiné, je dirais, au niveau du médiastin antérieur et moyen, pas vrai, avec évidemment la présence de la carène. Alors, pour mieux saisir ce positionnement, cette position dans le médiastin, ici nous avons récliné les deux poumons latéralement pour vous permettre de voir l'espace compris entre les deux poumons et le cœur, le siège, ainsi que les gros vaisseaux. Du point de vue morphologique, nous pouvons considérer le cœur comme un organe plein, un muscle creux situé dans le médiastin, pas vrai, grossièrement pyramidal, pas vrai, mais déterminant un axe. Plus l'individu est longiligne, plus l'axe déterminé par le cœur, partant de haut en bas et de dedans en dehors, a tendance à décrire une certaine verticalité. Alors, plus l'individu est de petite taille, plus l'axe a tendance à s'horizontaliser. Alors, l'axe anatomique du cœur est aussi physiologique de la mesure où il correspond à l'axe électrique du cœur déterminé lors des examens électrocardiographiques. Alors, dans notre approche, nous allons considérer le cœur sur plusieurs angles. Nous allons considérer plusieurs vues, c'est-à-dire une vue antérieure. Nous allons analyser l'anatomie du cœur selon une vue droite, une vue d'arrière en avant et une vue latérale gauche. Alors, dans cette étude, nous allons considérer le cœur comme comportant des faces et des bords. Alors, des faces antéro, droite, inférieure et gauche, des bords droits et gauche. Alors, sur une vue antérieure, nous pouvons considérer cette face antéro-droite comme présentant d'abord le ventricule droit, l'artère pulmonaire, la crosse aortique, le ligament artériel. Toujours sur cette vue antérieure, nous pouvons contempler l'oreillette droite, ainsi que ces deux veines caves supérieures et inférieures, le sillon auriculo-ventriculaire droit, l'artère coronaire droite
traverse ce sillon, pas vrai? Toujours sur cette vue antérieure, on peut contempler l'auricule gauche qui apparaît, l'auricule gauche ici, visualisé, qui apparaît sous l'artère pulmonaire et l'auricule droit qui cache en partie l'aorte ascendante. Alors, sur une vue latérale droite du cœur, on peut observer la face droite du cœur. Et sur cette face, nous pouvons contempler l'oreillette droite, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, l'auricule droit, le bord postérieur de l'oreillette gauche et les veines pulmonaires droite, supérieure et inférieure. Alors, sur une vue latérale droite, toujours au-dessus de l'oreillette gauche et derrière la veine cave supérieure, émerge la branche droite de l'artère pulmonaire et en avant, le ventricule droit un peu moins proéminent donne naissance à l'artère pulmonaire. Alors, toujours en regardant le cœur à droite, on a, entre l'artère pulmonaire et la veine cave inférieure, apparaît la face droite de l'aorte ascendante. Et dans cette graisse que vous visualisez ici, chemine l'artère coronaire droite. Alors, quels sont les rapports de cette face antérieure droite? Alors, les rapports se font avec le thymus en haut et en avant, les poumons latéralement, et ces poumons qui vont recouvrir le cœur, et les artères mammaires internes qui cheminent au niveau du thorax, qui naissent de l'artère sous-clavière à droite et à gauche, et en avant, le sternum. Je dois vous dire que les artères mammaires internes sont d'une importance capitale dans la mesure où ces artères sont utilisées pour réaliser des bypass, pas vrai? Des bypass, je dirais, coronaires, pas vrai? Lors du traitement chirurgical de la pathologie cardiaque ischémique lorsqu'il faut reperméabiliser les vaisseaux coronaires. Alors, les artères mammaires sont ici et les vaisseaux coronaires ici, pas vrai? Il est facile de descendre l'artère mammaire interne et de l'anastomoser avec l'artère interventriculaire antérieure. Alors, regardons maintenant la face gauche du cœur sur une vue latérale gauche. On peut visualiser le ventricule gauche, l'infundibulum du ventricule droit, l'artère pulmonaire et ses branches, la crosse aortique, pas vrai, et le ligament artériel, pas vrai, qui est ici. Alors, toujours sur cette face gauche, on peut regarder les veines pulmonaires, les deux veines pulmonaires, l'auricule gauche, le sillon interventriculaire antérieur. Le sillon interventriculaire antérieur donne passage, livre passage à l'artère du même nom, accompagné évidemment de la grande veine coronaire que nous allons observer beaucoup plus en détail au cours de notre étude de la vascularisation cardiaque. Alors, cette face gauche entretient des rapports évidemment avec la plèvre, avec les poumons dans sa fosse cardiaque qui n'est pas trop bien visualisée ici. Okay? Cette face est croisée par le nerf phrénique et les vaisseaux diaphragmatiques. Cette face est croisée par le nerf phrénique et les vaisseaux diaphragmatiques cheminent. Alors, si nous considérons maintenant la face inférieure, cette face dite diaphragmatique, on peut analyser cette face, étudier l'anatomie de cette face sur une vue antérieure et sur une vue postérieure. C'est ainsi qu'on peut déterminer un segment antérieur qui est large, un segment antérieur qui est large, pas vrai, et un segment postérieur qui est
beaucoup plus étroit et le sillon interventriculaire inférieur. Alors, déterminant ainsi une zone ventriculaire droite étendue et une zone ventriculaire gauche, pas vrai, ok, moins étendue et chemine aussi l'artère interventriculaire postérieure, encore appelée descendante postérieure. La base est en haut et cette base est divisée par le sillon interauriculaire en deux parties, deux segments. L'oreillette gauche qui répond en arrière à l'œsophage qui n'est pas présenté ici, mais qui vous sera présenté sur une vue latérale, ouais, et l'oreillette droite qui répond à la plèvre et au poumon droit. L'oreillette gauche, l'oreillette droite et l'oreillette gauche qui n'est pas visible sur une vue antérieure. Alors, le sommet pulmonaire, encore appelé pointe du cœur, est divisé par une légère dépression en deux parties. L'une droite, petite, répond au ventricule droit, et l'autre plus volumineuse appartient au ventricule gauche, occupe la majeure partie même du sommet cardiaque. Quid des bords? Alors, il existe des bords droits et gauche. Le bord droit sépare la face droite, pas vrai, la face droite de la face inférieure. Les bords gauche, plus ou moins arrondis, c'est pour cela qu'il y en a qui ne parlent même pas de bord, pas vrai? Pas vrai? Donc, sépare la face, les faces antérieures, pas vrai? Antérieures. Sépare les faces antérieures, pas vrai? De la face inférieure. Alors, les bords gauche, on peut les diviser en bord supérieur et bord inférieur. Alors, ici, c'est pour compléter la vue topographique du cœur et vous permettre de saisir dans la pratique, disons, de manière schématique, les rapports qui n'ont pas été présentés lors de cette présentation de l'anatomie du cœur. Et sur cette vue latérale gauche du médiastin, évidemment, on peut voir les rapports postérieurs, on peut voir le nerf phrénique gauche dans sa trajectoire. C'est-à-dire quand on parle de rapport postérieur, on parle de l'œsophage, de la trachée et la aorte qui sont présents. Et latéralement, on peut voir le nerf phrénique gauche, pas vrai? Et sur une vue latérale droite du médiastin, on peut visualiser le nerf phrénique droit, pas vrai? Cette visualisation du nerf phrénique gauche et droit est d'une importance capitale, puisque l'anatomie étant au service de la chirurgie, de la médecine, de la physiologie, de la clinique. Alors, quand vous faites une péricardiectomie, vous devriez vous limiter, ok, par rapport à ces deux nerfs phréniques gauche et droite pour ne pas les sectionner. Et toute section du nerf phrénique entraîne une paralysie du diaphragme. Et l'anatomie étant toujours au service de la chirurgie, il est bien important de comprendre que le ventricule droit est la partie la plus proéminente du cœur et que toute attaque, toute plaie par arme blanche ou par balle atteint préférentiellement le ventricule droit. Ici, ce sont des coupes passant par T8, T7 et T8, entre T6 et T8, pour vous montrer, pas vrai, les rapports du cœur latéralement avec les poumons, avec les gros vaisseaux, avec les troncs, gros troncs vasculaires, pas vrai, évidemment, avec la trachée, évidemment, avec le sternum. Alors, il faut bien cuisiner ces coupes pour bien insérer dans votre mind les rapports, des différentes structures et qui constituent l'environnement immédiat du cœur afin de pouvoir
comprendre également les pathologies qui résultent des anomalies de cette topographie. Alors, ici, on essaie de faire la corrélation entre les foyers des valves et leur projection. Je dois vous dire que nous sommes dans une configuration extérieure du cœur. Nous n'avons pas encore contemplé les structures valvulaires, mais je dois vous dire en passant que les foyers d'auscultation ne correspondent pas aux foyers de projection externe, c'est-à-dire au niveau du thorax des foyers valvulaires. Alors, ici, c'est un schéma pour vous montrer la position anatomique du foyer d'auscultation, de la valve aortique par exemple, par rapport à la projection de cette valve, de cette même valve. Il en est de même pour la valve mitrale, il en est de même pour la valve tricuspide. Alors, approchons maintenant la configuration interne du cœur. On peut diviser le cœur en cœur droit, oreillette et ventricule, en cœur gauche, oreillette et ventricule. Les oreillettes sont séparées par le septum interauriculaire ou interatrial, tandis que les ventricules sont séparés par le septum interventriculaire. Alors, les oreillettes communiquent avec les ventricules par l'intermédiaire des valvules, valvules atrio-ventriculaires, mitrale à gauche et tricuspide à droite. Alors, les ventricules communiquent avec les ronds vasculaires par l'intermédiaire des valvules également. On parle de valvules aortiques et de valvules pulmonaires. Et même la veine cave présente, même la veine cave inférieure, présente une valvule qu'on appelle la valvule de Stache. Alors, dans cette configuration, on trouve les vaisseaux qui s'abouchent au ventricule et les veines qui arrivent au niveau des oreillettes. Les veines caves arrivent au niveau de l'oreillette droite, tandis que les veines pulmonaires arrivent au niveau de l'oreillette gauche. Le sinus coronaire collecte le sang veineux et l'achemine aussi au niveau de l'oreillette droite. Ce sont des particularités anatomiques à très bien saisir. Alors, j'essaie de vous montrer la configuration grossière interne du cœur. Les veines caves, supérieures et inférieures, amènent le sang au niveau de l'oreillette droite, le sang chemine au niveau du ventricule droit et repart par le truchement de l'artère pulmonaire vers les poumons, et le sang des poumons est collecté au niveau des veines pulmonaires qui arrivent au niveau de la face postérieure de l'oreillette gauche, traverse le sang, achemine le sang vers le ventricule gauche, et ce sang est retourné à la périphérie. Alors, ici, nous représentons le cœur droit, et ici, nous représentons le cœur gauche. Alors, essayons de diviser ce cœur en deux parties. C'est-à-dire, nous sectionnons le cœur. C'est comme si on prenait un melon et qu'on sectionnait ce melon en deux parties et on regarde, pas vrai, les deux parties. C'est cette opération qu'on réalise ici, nous permettant de voir les ventricules, les oreillettes et aussi les gros vaisseaux qui en émergent. Alors, on a coupé le cœur en deux parties, on a sectionné et on a étalé, évidemment, côte à côte, ces deux parties du cœur que l'on a sectionnées. Voici notre tranche de section, évidemment. Alors, nous allons considérer le cœur
droit. Il reçoit du sang désaturé, va propulser ce sang vers la petite circulation. C'est une, je dirais, c'est une structure cardiovasculaire à basse pression. Alors, au niveau du cœur droit, nous allons considérer l'oreillette droite, les veines caves, le sinus coronaire, le ventricule droit, la valve tricuspide et la valve pulmonaire. Commençons par l'oreillette droite. L'oreillette droite est située entre les veines caves, se prolonge en avant de la aorte par l'auricule droit, comporte 6 parois. Une paroi interne constituée par la présence de la fosse ovale et représentée par la fosse ovale qui y siège, entourée du limbe de la fosse ovale. Alors, quand on considère cette paroi interne en descendant un peu plus bas, c'est-à-dire en dessous du foramen ovalé, on peut observer, pas vrai, une structure assez importante, le triangle de Koch, pas vrai, qui est formé par le ligament de Tourado, le sinus coronaire et la valve tricuspide. C'est le triangle de Koch. Ce triangle de Koch contient le nœud auriculo-ventriculaire d'une importance capitale en chirurgie cardiaque, puisque l'anatomie est au service de la chirurgie. Si vous faites, par exemple, une opération, je dirais, consistant à réduire l'anneau valvulaire de la valve tricuspide dans le cas d'insuffisance tricuspidienne, alors vous allez faire une suture circulaire. Alors, il faut toujours éviter cette partie-là. Sinon, si vous passez l'aiguille à ce niveau, vous allez embrocher le nœud auriculo-ventriculaire et imaginer la conséquence qui serait un bloc auriculo-ventriculaire. Alors, ici, pour que vous puissiez mieux saisir, alors j'ai repris le slide en vous montrant ce triangle du Koch. Ce n'est pas un Koch qualité. Donc, avec le sinus coronaire, pas vrai, limité par le sinus coronaire, la valve tricuspide, pas vrai, et ce ligament de Tourado. Alors, la paroi externe est musculaire, pas vrai, et constituée par les muscles et pectinés je dirais, de consistance rugueuse, pas vrai, séparés, pas vrai, par la crista terminalis. La paroi inférieure constitue la zone d'abouchement de la veine cave inférieure, pas vrai, avec sa valvule, la valvule de Stache. Et on y trouve aussi le sinus coronaire, pas vrai, le sinus coronaire, pas vrai, et sa valvule, la valvule de Tébésius. Valvule de Stache, ici, valvule de Tébésius. Alors, il existe évidemment une paroi supérieure correspondant à l'abouchement de la veine cave supérieure, une paroi antérieure visible qui continue par l'auricule, pas vrai, et une paroi postérieure, pas vrai, paroi postérieure déterminant les rapports postérieurs de la base cardiaque. Alors ici, pour que vous puissiez mieux visualiser la paroi supérieure et la paroi antérieure, cette paroi antérieure a été réséquée et vous pouvez visualiser la paroi interne, la paroi inférieure et la paroi supérieure. Ici, cette photo a été prise sur des cadavres, vous permettant de faire la corrélation entre ce que vous pouvez visualiser chez les êtres humains et ce que vous allez rencontrer lors des séances de dissection. Alors, le ventricule droit. Le ventricule droit prend la forme triangulairement pyramidale avec 3 parois, une base, pas vrai, un ostium atrioventriculaire de 35 à 38 mm et un sommet
caverneux. La paroi postérieure, la paroi antérieure, mes excuses, est située entre le bord droit du cœur et le sillon interventriculaire, ici représenté schématiquement, interventriculaire antérieur. La paroi inférieure s'assied sur le diaphragme, encore appelé paroi diaphragmatique, puisque la paroi septale comporte des éléments anatomiques d'importance capitale, comme la crista supraventricularis, le septum inférieur, le septum intermédium et le septum atrioventriculaire. Ici, pour mieux stimuler votre imagination, alors, ces parois du ventricule droit contiennent des reliefs et des saillies. D'abord, les colonnes charnues de premier ordre, ce sont les muscles papillaires. Les colonnes charnues de second ordre se fixent sur la paroi par leurs deux extrémités, tandis que les colonnes charnues de troisième ordre sont de simples saillies. Alors, il existe une structure très importante de la bande modératrice, puisque l'anatomie est au service de la clinique de l'imagerie, et c'est cette bande modératrice qui nous permet de faire la différence entre le ventricule droit et le ventricule gauche à l'échographie. Par ailleurs, le ventricule gauche étant beaucoup plus épais, étant beaucoup de plus grande dimension et de par et sa fonction son fonctionnement à haute pression, mais la bande modératrice, banda moderada, nous permet de faire la différence entre le ventricule gauche et le ventricule droit à l'échographie. Alors, regardons la valvule tricuspide qui sépare l'oreillette droite du ventricule droit. Alors, cette valvule est appelée valvule tricuspide parce que cette valvule est évidemment tricuspide avec trois cuspides qui comportent une voile, un anneau, des cordages tendineux et des muscles papillaires. C'est l'appareil valvulaire qui est ainsi présenté. Alors, la voile tricuspide, est triangulaire avec un côté antérieur, postérieur, septal, descend au niveau du ventricule droit. Alors, ces valvules sont séparées par des commissures antérolatérales, commissures postéro et postéro-septale, une commissure antéro-septale, une commissure antéro-postérieure, une commissure postéro-septale, puisqu'il s'agit de trois valves antérieures, septales et postérieures. Alors, ces valves comportent des zones rugueuses, distales, une zone basale et une zone lisse. Alors, la zone basale est la zone d'insertion. Alors, les valves antérieures, postérieures et septales ici présentées dans leur aspect, présentées ici sur le cadavre, encore une ouverture de l'oreillette droite pour vous montrer la configuration anatomique de la valve tricuspide avec sa valve antérieure, sa valve postérieure et sa valve septale. Alors, ici, nous essayons sur un cadavre de vous montrer l'anneau tricuspidien. Alors, l'anneau tricuspidien se trouve placé sur un squelette fibreux qu'on appelle le trigone et prochainement, au cours de notre prochaine présentation, nous allons pouvoir évidemment établir les relations entre les différentes valves et assis sur ce squelette fibreux. Alors, les valves, sur ces valves se trouvent insérés des cordages. Alors, il existe des cordages en éventail, il existe des cordages de la zone rugueuse, des cordages marginaux sur le bord libre, des cordages profonds, et des cordages basaux. Alors, les cordages vont s'insérer sur des muscles papillaires. Alors, il existe un muscle papillaire antérieur, comme vous pouvez le visualiser sur les schémas, un pilier
postérieur, un muscle papillaire postérieur, et les cordages s'y insèrent. Il existe aussi un muscle papillaire du cône artériel de Louchka. Donc, au niveau du cœur droit, au niveau du ventricule droit, on trouve 3 muscles papillaires. Alors, jetons un regard rapide sur la valve pulmonaire, de 20 à 22 mm de diamètre, avec des valves semi-lunaires en nid de pigeon, et des nodules de Morgani. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder de manière superficielle la valve pulmonaire pour que nous puissions approfondir son étude en étudiant conjointement les valves pulmonaires et aortiques dans leur rapport, dans leur topographie. C'est ici que je vais m'arrêter pour aujourd'hui et j'espère vous revoir très bientôt pour présenter le cœur gauche, pas vrai, dans sa configuration interne. Merci beaucoup et à la prochaine. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.